Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est ici que ça se passe sur Télé Sud, vous le savez, les engagés. Les engagés, c'est toutes celles et ceux qui portent des causes mais aussi des combats. Alors notre invité, sachez-le, c'est un avocat engagé complètement sur les questions de l'égalité des droits, l'immigration, migration notamment. On prendra le temps de le découvrir. Il est polyglotte, spécialiste des États-Unis d'Amérique. Bref, un homme comblé évidemment qui est avec nous aujourd'hui. C'est notre invité. C'est parti. Générique. Ravi que vous soyez avec nous dans Les Engagés, un homme totalement engagé. Vous êtes avocat, Jean-Claude Beaujour. Bonjour maître, comment ça va? Bonsoir, bonjour, Oui. Ça va bien et vous? Vous savez que c'est un plaisir de vous accueillir dans Les Engagés quand on connaît votre combat. C'est un honneur pour moi. Je sais que vous faites régulièrement des allers-retours entre les États-Unis, entre la France et les États-Unis. Absolument. Pour quelle raison d'ailleurs, maître Jean-Claude Beaujour? Parce qu'à la fois j'y ai une grande partie de mes activités, activités d'avocat et puis des activités intellectuelles, parce que je m'occupe de Français qui ont eux-mêmes leurs activités commerciales sur place, de Français ou d'étrangers, mais de sociétés, d'investisseurs, d'hommes d'affaires, d'hommes et de femmes d'affaires qui ont leurs activités aux États-Unis, mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, il y a aussi dans les Caraïbes, et puis il y a aussi dans le reste du monde, parce que la vie économique. Et je sais aussi que vous avez un attachement particulier aussi pour le continent africain. Absolument. Absolument, on en parlera. Puisque j'ai été 2 fois en poste en Afrique. Tout d'abord, il y a un certain temps, j'ai été à la Cour suprême de Côte d'Ivoire, à l'époque où le président Houphouët-Boigny était président. C'était l'époque de la Grande Suisse africaine. C'était l'époque d'un bel Abidjan. C'est ce que j'entendais, moi, c'est ce qui se disait. Absolument, mais paraît-il qu'il y a encore un gros potentiel en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai eu l'occasion d'être en poste à présidence de la République de Djibouti sur une mission conduite sous l'égide des Nations Unies. Donc, outre les déplacements personnels que je fais en Afrique du Nord et dans le reste de l'Afrique, oui. On reviendra justement. Dites-moi, vous êtes spécialiste des États-Unis. Vous avez particulièrement... vous êtes amoureux des États-Unis pour que, évidemment, vous deveniez un véritable spécialiste. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a séduit chez les Américains? Vous savez, en tant qu'antillais, je partage cette histoire. Nous avons une histoire commune avec les États-Unis. Elle n'est pas identique, mais elle est commune. C'est l'histoire du Nouveau Monde, c'est l'histoire de la colonisation. Et je dis souvent que tous ces peuples d'ascendance africaine sont venus du même continent et simplement à un moment donné le bateau s'est arrêté à Boston, il s'est arrêté un peu plus bas à Nouvelle-Orléans, dans les Caraïbes ou au Brésil. Ceci pour vous dire que nous avons une histoire commune, ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, nous avons des combats communs, même si, par exemple, aux États-Unis, en France, on n'a pas eu de politique de ségrégation, mais il y a aussi des problèmes de discrimination qui sont importants. Justement, maître, vous aviez fait une déclaration dans un média lorsqu'on vous posait la question sur la lutte contre le racisme. Je sais que, évidemment, c'est quelque chose auquel, évidemment, vous êtes extrêmement, extrêmement attaché. Bien sûr, parce que, vous savez, moi, en tant que Français, comme profondément attaché aux principes républicains, à notre Constitution, qui est la charte, qui est notre pacte social, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 6, qui pose le principe d'égalité. Et il ne vous aura pas échappé que sur toutes nos mairies, sur le fronton, il y a les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Égalité. Donc si on prend l'égalité, c'est l'égalité de traitement. Donc tout ce qui permet de ramener à l'égalité, quelle qu'elle soit, eh bien, font partie de mon scope de réflexion et d'action. Justement, je sais que c'est un de vos combats, maître Jean-Claude Beaujour. On vous posait la question concernant George Floyd aux États-Unis. Justement, voici la réponse que vous donnez. Regardez. France-Amérique. Oui, bonjour Jean-Claude Beaujour. Bonjour. C'est une journée historique qui s'ouvre, selon vous, dans la lutte mondiale contre le racisme et les violences policières. Là,
Ça n'est pas une journée historique parce que l'histoire nous a appris qu'il y a eu des antécédents. Ouais. On se souvient encore de la marche de Luther King, on se souvient d'un certain nombre d'événements de Rodney King. Oui. Alors Rodney King, elle serait historique ou elle sera historique si effectivement les mesures qui seront prises aux États-Unis sont des mesures fortes. Il ne suffit pas de pleurer la mort de Floyd pour pouvoir dire que la journée sera historique. Elle sera historique si effectivement, au-delà, parce que je pense que l'opinion publique américaine reconnaît qu'il y a un problème, de violence policière, de brutalité spécifiquement, pas seulement, mais spécifiquement à l'égard des Noirs aux États-Unis. Oui, pas seulement, c'est ce que vous dites. Hein, oui, pas seulement. Pas seulement. Il y a un problème de brutalité policière, c'est vrai que c'est très violent. Alors c'est vrai, vous qui connaissez bien l'Amérique, c'est vrai que c'est un autre contexte aussi l'Amérique, parce qu'il y a la circulation. Alors justement, on ne va pas diffuser l'intégralité. Là, vous faisiez référence à l'histoire. Qu'est-ce qui peut rendre la chose historique alors, maître ? Je vous pose la question, moi. Je ne sais pas si ce qui est important, c'est que ce soit historique ou pas. Je pense que ce qui est important, c'est si demain, quel que soit le gouvernement, démocrate ou républicain, des mesures étaient prises pour que l'on puisse lutter contre la racine même de ce mal. Cette violence à la fois policière, qui vaut pour tout le monde, parce que aux États-Unis, c'est vrai que la police est extrêmement, j'ai envie de dire, extrêmement parfois agressive. Et puis parce qu'on vit dans un contexte de grande tension, parfois le fait qu'il y ait de la circulation des armes, le fait qu'il y ait de la drogue, fait que très rapidement une situation dérape et donc une absence de maîtrise de la part d'un certain nombre, je dis bien pas tous, attention, de la part d'un certain nombre d'acteurs des forces de l'ordre. Des choses, on aurait une situation, une journée historique où l'histoire Floyd serait historique si précisément on se demandait quelle politique publique on doit mettre en œuvre pour réduire la pauvreté dans la communauté noire américaine et les inégalités, parce que vous avez des études qui démontrent, par exemple, qu'un Américain noir est 2 fois plus sensible d'avoir une grave maladie ou dans l'impossibilité de se traiter qu'un Américain blanc. Justement, vous avez écrit, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, justement, vous avez publié à la fois évidemment autour des États-Unis, de l'Asie aussi notamment. Quel est l'ouvrage sur lequel vous voulez vous attarder aujourd'hui, sur lequel, voilà, dans les engagés aujourd'hui, quel est celui qui a sa place aujourd'hui dans les engagés ? Moi, j'ai envie de dire que le vrai sujet aujourd'hui pour moi, c'est celui, et puisqu'on est sur votre média, c'est de dire qu'aujourd'hui, le temps est venu pour que les hommes et les femmes de bonne volonté se prennent en main autour de quelques sujets clés. On parle de l'avenir de notre planète, on parle, quand on dit égalité, pour moi, c'est l'égal accès aux hommes et aux femmes à la santé, à l'alimentation, et l'on sait par exemple que le continent africain souffre de cela. Par exemple, moi je regrette, mais c'eût été l'occasion d'avoir un grand sommet sur la manière dont nous devons accompagner ou aider l'Afrique en ce moment même, qui subit les conséquences gravissimes du fait de la guerre en Ukraine. Là, c'est un sujet. Pour moi, l'engagement, il est celui-là. C'est ce que nous devons faire. Vous le dites d'ailleurs dans une déclaration, je récupère une déclaration que vous aviez faite il y a quelque temps. Le temps du continent noir est venu. Oui. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là ? Je pense qu'on a souvent considéré que nos sociétés étaient avant tout des sociétés qui se faisaient s'organiser autour du monde occidental. Aujourd'hui, on s'aperçoit, et les événements récents le démontrent, qu'évidemment, il y a l'Europe, il y a l'Occident avec l'Amérique, mais que l'Afrique a son mot à dire. Les hommes et les femmes qui composent ce continent ont une autonomie, ont droit à une autonomie de pensée, ont une culture, ont des valeurs. Donc il est temps, tout d'abord pour nous, de l'entendre. Et je me souviens que lorsque le président Macky Sall a dit « Bon, on ne m'a pas prévenu des décisions qui étaient prises et on m'a simplement demandé de signer en bas », je dis que j'entends. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas fallu suivre, en tout cas se ranger côté occidental, ça n'est pas ce que je dis, mais j'entends qu'ils disent « j'existe aussi ». Et derrière ce « j'existe aussi », c'est l'ensemble du continent africain et chacun des États existe, on doit considérer l'Afrique autrement. Mais il faut aussi
que les élites Mais ça veut dire quoi? africaines... J'existe aussi, vous, avocat, justement, maître Beaujour. Ça veut dire quoi, justement? Vous venez de prendre un exemple qui illustre assez bien le continent africain. Quand un chef d'État dit « j'existe aussi », ça veut dire quoi? J'existe en tant que quoi? En tant qu'État? En tant que nation? En tant qu'autonome et indépendant? J'existe en tant qu'État. Nous existons parce que nous avons le droit d'avoir une position. Nous existons et nous voulons être traités comme des partenaires et non pas comme des gens qui vont suivre. Il suffit qu'on dise « allez à droite et on va à droite, allez à gauche et on va à gauche ». Non, c'est cela aussi qu'il nous faut comprendre et c'est un peu cela qu'il faut retenir du coup de colère du président Macky Sall. Ça a été de dire j'aimerais bien qu'on me traite correctement et ça, il faut l'entendre. Vous dites les États africains doivent mettre l'accent sur le développement des infrastructures, l'amélioration du secteur de la santé et tous les autres, du développement durable. Ça, c'est vous, toujours vous. Et vous dites, à l'époque, quand vous avez connu Houphouët-Boigny, vous l'avez rappelé, le grand Houphouët-Boigny, effectivement, vous avez travaillé 2 ans avec lui, d'accord? À la Cour suprême, oui. Absolument. L'émergence de l'Afrique ne pourra se faire que si le milieu économique africain joue pleinement son rôle. Oui. Ça, c'est votre phrase. Oui. Oui. Est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on lui laisse justement cette émergence africaine, Maître Beaujour? J'ai la conviction que le pouvoir, d'une manière générale, se prend. On ne vous le donne jamais. Tout d'abord, j'ai dit une première chose, il faut que l'État joue son rôle en termes de politique sanitaire, sécurité, et j'ai en tête ce qui se passe dans les États du Sahel. S'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir de développement économique. Donc là-dessus, il y a de vrais sujets. Quel peut être ou quel pourrait être notre accompagnement pour assurer la sécurité ou aider un certain nombre d'États à avoir pleinement la sécurité au sens étatique du terme. Ensuite, oui, le milieu économique doit assumer pleinement son rôle sur le plan de la gouvernance, sur le plan du fonctionnement, du développement des entreprises. On a un certain nombre de règles de développement durable. Eh bien, il y a tous ces éléments qui, désormais, doivent être pleinement utilisés pour que les... Selon vous, il faut mettre l'accent dans quoi et où précisément, Maître Beaujour? Moi, j'ai envie de dire la gouvernance, très précisément, gouvernance, permettre aussi à un certain nombre d'entreprises d'avoir les fonds nécessaires. On parle à mon cabinet, on fait de la levée de fonds, eh bien d'avoir des fonds nécessaires pour pouvoir se développer. Et le fait qu'il n'y ait pas toujours de structure, et là c'est un rôle pour l'État, une mission pour l'État, le fait qu'il n'y ait pas toujours les structures nécessaires peuvent être un handicap au développement d'entreprises. Un point est important pour moi, c'est le développement du transport aérien à l'intérieur du continent africain. Parce que s'il y avait un meilleur développement du transport aérien, ça faciliterait les échanges économiques et le développement économique de l'Afrique en tant que tel. Est-ce que ça passe aussi par la mondialisation? Je sais que c'est un mot que vous aimez utiliser régulièrement. La mondialisation, est-ce que l'Afrique n'est pas condamnée par cette mondialisation, justement, qui est un peu mise en sommeil, si je peux me permettre cette expression? Qu'est-ce qu'on doit créer justement entre ces deux mondes, ces deux rives, à la fois l'Europe, la France, mais également ce continent africain, selon vous? Tout d'abord, la mondialisation n'est pas mise en sommeil. Parce que cette mondialisation, elle a existé avant, c'est ce que je démontre dans mon ouvrage, et elle continuera à exister. En revanche, ce dont il faut se prémunir, c'est que les très forts n'écrasent les plus faibles, c'est que l'économie, que les investissements profitent à ceux qui sont présents. Et vous demandez qu'est-ce que l'on peut faire. Je viens d'indiquer qu'il y a des politiques sanitaires à mener. Sécurité, politique sanitaire, pour moi, c'est la clé du démarrage. Infrastructure, c'est essentiel. Et quand je venais de vous dire, et je viens de vous indiquer qu'il faut du transport, il faut qu'il y ait de l'accompagnement sur les levées de fonds pour que les entreprises puissent se financer, parce qu'il y a très souvent un problème de financement. Si vous avez déjà cela, vous naviguez, vous êtes déjà dans un autre milieu. Trop souvent, ce sont des entreprises qui sont gênées par une absence de financement. Et c'est ça l'une des réalités. On va tâcher de mieux vous connaître, parce qu'on connaît l'avocat, mais on ne connaît pas le Jean-Claude Beaujour, justement. Et on va tâcher d'aller creuser un peu plus, d'aller fouiller, justement, dans le passé, durant votre jeunesse. C'est parti tout de suite. Eh bien, on va lancer le portrait. C'est parti, jingle.
va mettre de côté Maître Beaujour et je vais m'adresser à Jean-Claude Beaujour, justement. Vous avez toujours été engagé ? Oui, je pense que j'ai toujours été, depuis très jeune. Vous avez été engagé justement depuis très jeune. À quel moment le déclic, justement, à quel âge ce moment d'engagement, de cause, de combat a commencé à émerger ? Je crois qu'il y a le vrai déclic s'est fait lorsque j'étais étudiant à l'époque, j'ai passé beaucoup de temps avec Gaston Monnerville, l'ancien président du Sénat, qui lui aussi était évidemment, qui était un grand avocat, qui avait été président du Sénat. C'est lui qui avait aidé à la transformation des colonies, les fameuses 4 vieilles, des colonies françaises en départements. Et nous avons eu des échanges, mais passionnants. Moi, je buvais du petit lait parce que j'avais la chance d'avoir un professeur d'histoire politique et un mentor à demeure, parce que je passais mes journées, un certain nombre de mes journées avec lui. C'était donc passionnant. Vous le devez à lui, vos combats ? Beaucoup. Et puis, je pense que mes parents nous ont toujours sensibilisés à vraiment la question du droit et de la méritocratie. Ils n'ont jamais conseillé. Absolument. La méritocratie. Absolument. C'était le maître mot, le maître d'ordre. Le maître d'ordre, c'était cela. C'était avec le travail, on peut tout faire. Et surtout, on s'est toujours considéré comme l'égal de l'autre, sans plus, mais sans moins. Et donc ça forge un caractère. Et puis, j'étais très intéressé aussi, je suis d'une génération où on a beaucoup parlé de la Seconde Guerre mondiale. On a beaucoup parlé de ce drame qui a été... la volonté d'Hitler d'exterminer tout d'abord les Juifs, et puis après, il y avait les francs-maçons, les Noirs, les homosexuels, etc. Quand on est jeune, ça peut révolter, et je n'imaginais pas faire d'autres études que des études de droit. Est-ce qu'il y a une personnalité dans ce monde, justement, qui vous a permis aussi de vous forger ? Je fais référence à tous ces grands noms, vous savez, planétaires, ça va de Nelson Mandela en passant par Martin Luther King, ou que sais-je encore, d'autres noms. Alors, j'ai effectivement, je me suis beaucoup intéressé, bien sûr, puisqu'on parle des États-Unis, à Martin Luther King, mais aussi à Rosa Parks. Je me suis intéressé aussi à un certain nombre de grands juristes américains qui ont beaucoup travaillé sur les questions de justice et qui ont contribué à faire la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis. À Gandhi, son combat et la philosophie qu'il initiait un petit peu sur l'Inde, où sa volonté c'était de dire qu'on peut lutter sereinement, il y a une forme de capacité à la résilience, le combat, mener des combats difficiles sans trop de violence, parce qu'il y a toujours un peu de violence. Jean-Claude Beaujour, pour évidemment fermer ce chapitre vous concernant le portrait, est-ce qu'il y a un maître mot, est-ce qu'il y a quelque chose, une philosophie qui vous anime dans votre quotidien, que vous vous répétez en permanence comme une espèce de redondance, quelque chose qui revient de façon récurrente? Ne jamais renoncer. Ici chez nous, c'est on ne lâche rien. Vous, c'est quoi? Never give up. Ne jamais renoncer. Ne jamais renoncer. Ne jamais renoncer. Voilà, c'est mon seul motto, c'est ce qui fait que je me réveille tous les matins. Le matin où vous regardez, ne jamais renoncer. Jamais, même lorsqu'on est fatigué. Vous travaillez avec votre fille, et c'est ce que vous dites à votre fille? Ben absolument, vous lui dites ça? Absolument. D'ailleurs, on va la voir justement à l'image, je crois que voilà, c'est votre fille là. Vous êtes fier de votre fille? Ben écoutez, bien sûr, comme tout père. Elle est fière de son père? Ça, il aurait fallu lui poser la question. Mais vous êtes fier de votre fille? Mais moi, je suis fier d'elle. Quand vous la voyez là, vous dites quoi? Ben, je pense qu'elle était fière aussi de son père. Et puis, c'est un beau partage. Elle est avocate? Absolument, elle est avocate aux États-Unis. C'est une grande fierté pour vous? C'est une grande fierté, d'autant qu'elle aussi, c'est une combattante, puisqu'elle sévit dans le contentieux aux États-Unis. Là, vous la voyez, on la voit à l'écran. Si le réalisateur peut nous la remettre, quel message vous avez envie de lui dire là? Tu fais un beau métier, n'oublie jamais l'essentiel de ton métier, c'est véritablement le combat pour les droits. Vous savez, pourquoi est-ce que je dis le droit? On doit voir ça de manière un peu abstraite. Quand je dis égalité, c'est
chacun doit être traité de manière identique. Ça évite l'arbitraire, ça évite de mettre de côté des personnes qui ont des tas de valeurs. Et il n'y a pas que la question ethnique, il n'y a pas que la question géographique. Mais vous savez, moi je suis parfois frappé. Vous savez combien il y a de personnes en situation de handicap en France? Vous avez à peu près 4 millions de personnes qui sont en situation de handicap. Eh bien, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet parce que le nombre de gens qui sont mis de côté parce qu'ils sont en situation de handicap, vous imaginez la souffrance humaine que ça peut générer? Combien, puisque évidemment c'est le lieu où on traite évidemment ce type de sujet. Jean-Claude Beaujour, on avance. On va parler de vos combats. Enfin, on n'a pas le temps de tous les traiter, mais en tout cas 2 combats. C'est parti, jingle. Vous avez de nombreux combats, j'en ai retenu deux évidemment, l'égalité des droits, l'état de droit, d'accord. Et puis les sujets aussi, j'ai envie d'en parler avec vous, c'est les migrations africaines, les migrations, plus de 80% des migrations africaines ont lieu en Afrique. Évidemment, comment vous voyez les choses entre l'Europe, l'Afrique, même si vous en avez parlé tout à l'heure. Pourquoi le concept d'état de droit aujourd'hui? D'abord, pour vous, c'est quoi l'état de droit? L'égalité de droit, c'est quoi au juste? Parce qu'on a plein de définitions, nous. Un état de droit dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. C'est quoi pour vous? Je vais, pour simplifier pour les uns et les autres, l'état de droit, c'est celui qui s'oppose à l'état où l'arbitraire règne. La notion d'état de droit, c'est une structure dans laquelle on applique la même règle à ceux qui sont en situation identique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on ne vous soigne pas en fonction de vos états de service ou de votre origine sociale ou ethnique. Alors on met où les droits de l'homme et la démocratie? On les met où, vous, Maître Beaujour? Est-ce que c'est indissociable? Justement, l'état de droit permet la mise en œuvre des droits de l'homme, où l'être humain est important. Ça permet le fonctionnement de la démocratie. L'état de droit, c'est celui qui fait, par exemple, qu'on organise une élection dans un cadre bien défini, que les règles sont bien définies, parce que, par exemple, si vous n'avez pas d'élection libre et correctement organisée, ça n'est plus une démocratie. C'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel ceux qui ne sont pas d'accord, et on vit une période particulière en France et ailleurs, peuvent manifester. C'est aussi ça l'état de droit. Aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Entre les narcisses d'un côté, vous voyez bien qu'on parle même de... Le mot a été lâché par le ministre de l'Intérieur, la bordélisation, vous vous rendez compte? Alors, est-ce que c'est une manière de rappeler l'état de droit, l'égalité de droit? Alors, moi, je ne suis pas là pour commenter... On est d'accord, non, mais on est d'accord. C'était juste pour rester dans le schéma d'état de droit. Non, mais je vais aller jusqu'au bout de mon propos. Je ne suis pas là, je ne suis pas un commentateur des propos du ministre de l'Intérieur. Je suis un acteur public, entre guillemets, et donc mon idée, c'est laquelle? C'est que nous avons le droit, les uns et les autres ont le droit de manifester. Après... Et là où je dis, les manifestations, on a le droit de manifester, mais elles doivent se faire dans un minimum de cadre. Et oui, j'ai été scandalisé lorsqu'il y a des black box qui vont ici ou là tout casser. Non, on ne peut pas laisser faire, parce que précisément... défendre le droit de manifester s'inscrit pour moi, si on veut défendre ce droit à manifestation, il faut que l'on défende le droit à la sécurité des biens et des personnes, et c'est parfaitement compatible. D'ailleurs, on voit bien qu'en ce moment même, nous avons des manifestations et il n'y a pas de débordement. Maître Beaujour, ça va très très vite, on arrive déjà au terme de cette émission, mais j'aimerais quand même tout de même une question sans être long. Les données montrent que, évidemment, moins de 3% de la population africaine est migrante. Un autre chiffre que je vous soumets aussi également, vous savez, c'est plus de 80% des migrations africaines ont lieu en Afrique. Alors j'ai envie de vous poser la question, parce que un tel afflux d'immigrés vers l'Occident, on va être heurté à ça pour maintenant et pour les prochaines années. Mais pourquoi ces gens, ces Africains, justement, risquent gros au point où certains frôlent le suicide? Avancer, c'est quoi? C'est avancer pour être heurté à la mort ou pour une meilleure vie? Vous savez,
il y a des situations dramatiques et moi, je ne voudrais pas qu'on passe sous silence le fait que si certains, vont à la mort, parce que c'est ça la réalité, ils ne le font pas par plaisir. On ne va jamais à la mort par plaisir. En revanche, ces personnes fuient pour des raisons extrêmement diverses. Vous avez par exemple les crises climatiques qui font qu'on ne peut pas s'alimenter correctement. Donc on fuit pour pouvoir trouver vie meilleure. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'Européens sont partis aux États-Unis. Et les États-Unis ont été peuplés d'Européens qui mouraient de faim en Europe. Donc il faut de faim ou pour d'autres raisons. Donc on fuit toujours lorsqu'on n'est pas en sécurité parce qu'on ne quitte pas Douala ou Abidjan par plaisir. Et pour deuxième élément, instabilité des États. Vous avez entendu très récemment sur un média national où on a expliqué qu'il y avait une officine qui pouvait, par des truchements digitaux, organiser la déstabilisation d'élections, etc. Tout cela, ça contribue à rendre instable. Faiblesse des États sur le plan de leur politique publique. Quand vous ne mangez pas, quand vous ne pouvez pas vous soigner là où vous êtes, vous faites quoi? Vous fuyez. Quand l'avenir que l'on vous propose n'est pas radieux, vous bougez. Pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années, à quoi peut-on s'attendre, évidemment, lorsqu'on pense à cet exode, les Africains qui quittent le continent vers l'Europe? Alors, je connais les études faites par les plus grands démographes avec effectivement des tendances où on nous dit qu'il pourrait y avoir jusqu'à 50 millions de personnes qui viendraient du continent africain sur les bords de la Méditerranée. Et là, ni les murs, ni les policiers n'arrêteront plus rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut effectivement éviter des bouleversements démographiques parce que personne n'y a intérêt. En revanche, le vrai sujet, et vous me réinviterez pour qu'on puisse en parler, c'est de savoir comment est-ce qu'on travaille à la source, comment est-ce qu'on gère la question de la gestion climatique, comment est-ce qu'on gère la question de la stabilité des États. Quand vous entendez qu'on peut déstabiliser un État, la sécurité des personnes et des biens, des personnes, il y a des raisons à cet exode dont vous parlez. Il faut travailler à ces raisons et non pas. Et quand je vous dis il faut développer économiquement l'Afrique, et on a intérêt à poursuivre sur ce terrain-là. Si les gens ont du travail, si les gens vivent de leur travail, s'ils sont correctement payés et s'ils ont un toit pour se loger, je vous rassure, vous reviendrez parce qu'effectivement, ça mériterait peut-être une émission complète autour de ce sujet. Je reste à votre disposition. C'était un plaisir, mon cher maître Beaujour. Jean-Claude Beaujour, je le rappelle, il est avocat engagé, vous l'aurez compris, évidemment, sur les questions l'égalité de droit, l'immigration, l'économie aussi. Donc je vous invite à aller découvrir les nombreux ouvrages. Évidemment, ils sont en ligne. Vous pouvez évidemment aller vous les procurer. Maître Beaujour, au plaisir. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Nous, on dit on ne lâche rien. Vous dites never give up. Pour dire en français, parce que sinon on me reprochera, pour dire en français, ne rien lâcher, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Voilà, on va se quitter avec évidemment ce générique. À très bientôt. Vous le savez ici même sur Télésud, avec un autre combat, une autre cause et un autre invité. Mais surtout, d'ici là, on ne lâche rien. Portez-vous bien. Ciao, ciao.